Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour continuer la lecture du projet Luciole. On commence donc la pièce avec la scène 1 qui s'intitule La conférence. Le premier à parler, c'est l'auteur, c'est Nicolas Truong. Il dit: Bonjour à toutes et tous, merci de nous rejoindre pour assister à une rencontre qui nous permettra d'entrer dans le travail philosophique, plus particulièrement celui de la pensée critique, ce mouvement réflexif qui engage une critique radicale du monde moderne ou contemporain, un courant qui a pris le parti de philosopher par gros temps. Une critique du temps présent entendue comme une guérilla conceptuelle, une lutte éperdue pour non seulement penser le monde mais aussi tenter de le transformer. Des paroles, des fragments, des extraits, des dialogues singuliers qui s'attacheront à faire vivre l'esprit critique, cette faculté de juger, de soumettre la réalité sociale, artistique ou politique au tamis du jugement argumenté, qu'il soit sérieux ou ironique, virulent ou tempéré. Avec Judith Henry et Nicolas Bouchot, donc les deux acteurs, mais également Walter Benjamin, Giorgio Agamben, Baudouin de Bodina, Gilles Deleuze, Théodore Adorno, Hannah Arendt, le Comité invisible, James Emprin, Annie Lebrun, Jean Baudrillard, George Orwell, Vladimir Jankélévitch, Guy Debord, Clément Rosset, Jacques Rancière, Georges Didier Huberman, Alain Badiou, Pier Paolo Pasolini, Scène 2. Les Lucioles. L'amitié est une très belle chose. La nuit dont je te parle, nous avons dîné à Paderno, et ensuite, dans le noir sans lune, nous sommes montés vers Pieve del Pino. Nous avons vu une quantité énorme de lucioles qui formaient des bosquets de feu dans les bosquets de buissons, et nous les envions parce qu'elles s'aimaient, parce qu'elles se cherchaient dans leurs envols amoureux et leur lumière, alors que nous étions secs et rien que des mâles dans un vagabondage artificiel. J'ai alors pensé combien l'amitié est belle et les réunions des garçons de 20 ans qui rient de leurs mâles voix innocentes et ne se soucient pas du monde autour d'eux, poursuivant leur vie, remplissant la nuit de leurs cris. J'ai vu, et je me vois moi-même ainsi, des jeunes parler de Cézanne, et on avait l'impression qu'ils parlaient d'une de leurs aventures amoureuses, l'œil brillant et trouble. Ainsi étions-nous cette nuit-là. Nous avons ensuite grimpé sur les flancs de la colline, entre les ronces qui étaient mortes et leur mort semblait vivante. Nous avons traversé des vergers et des bois de cerisiers chargés de griottes, et nous sommes arrivés sur une haute cime. De là, on voit clairement deux projecteurs, très loin, très féroces, des yeux mécaniques auxquels il était impossible d'échapper. Et alors nous avons été saisis par la terreur d'être découverts, pendant que des chiens aboyaient, et nous nous sentions coupables. Nous avons fui sur le dos la crête de la colline. Nous avons alors trouvé une autre clairière herbeuse, en cercle si réduit que si pas un peu de distance les uns les autres suffisait à l'entourer.
Nous nous sommes étendus là, enveloppés dans nos couvertures, et en parlant agréablement entre nous, nous entendions le vent souffler et faire rage dans les bois, et nous ne savions pas où nous nous trouvions ni de quel lieu nous étions entourés. Aux premières lueurs du jour, qui sont une chose indiciblement belle, nous avons bu les dernières gouttes de nos bouteilles de vin. Le soleil ressemblait à une perle verte. Je me suis déshabillé et j'ai dansé en l'honneur de la lumière. J'étais tout blanc, alors que les autres, enveloppés dans leurs couvertures, tremblaient au vent. Nous avons ensuite lutté dans la lumière de l'aube jusqu'à l'épuisement, puis nous nous sommes allongés, nous avons allumé le feu en l'honneur du soleil, mais le vent l'a éteint. Il est arrivé tant d'autres choses que je n'ai ni ici ni le temps ni la place de te raconter. Je le ferai dès que possible. À bientôt. Mes amitiés à Umberto et à ta famille, je t'embrasse. Ce que vient de dire Nicolas, c'était une lettre de Pasolini qu'il a écrite en 1941 à l'un de ses amis. Judith lui répond avec le fameux article des Lucioles de Pasolini. Le 1er février 1975, soit 34 ans jour pour jour, ou plutôt nuit pour nuit après sa belle lettre sur l'apparition des Lucioles, et 9 mois exactement avant d'être sauvagement assassiné en pleine nuit sur une plage d'Ostie, Pasolini publie dans le Corriere della Sera un article sur la situation politique de son temps. Le texte s'intitule « Le vide du pouvoir en Italie » mais sera repris sous le titre désormais fameux de l'article des Lucioles. Or, il s'agit surtout, si je puis dire, d'envisager l'article de la mort des Lucioles. Il s'agit d'une lamentation funèbre sur le moment où en Italie disparurent les Lucioles, ces signaux humains de l'innocence, anéantis par la nuit ou par la lumière féroce des projecteurs du fascisme triomphant. On croit à tort que le fascisme des années 30 et 40 a été vaincu, mais sur les ruines de ce fascisme, là, est rené le fascisme même, une nouvelle terreur plus profonde encore, plus dévastatrice. Cette nouvelle terreur a commencé, selon Pasolini, au moment même où les intellectuels les plus avancés et les plus critiques ne se sont même pas aperçus que les Lucioles étaient en train de disparaître. Nicolas depuis la fenêtre. Au début des années 60, à cause de la pollution atmosphérique, et surtout à la campagne à cause de la pollution de l'eau, les Lucioles ont commencé à disparaître. Cela a été un phénomène foudroyant et fulgurant. Après quelques années, il n'y avait plus de Lucioles. Aujourd'hui, c'est un souvenir quelque peu poignant du passé. Judith. Tel fut le désespoir politique de Pasolini en 1975. Les créatures humaines de nos sociétés contemporaines, comme les Lucioles, ont été vaincues, anéanties, épinglées ou desséchées sous la lumière artificielle des projecteurs, sous l'œil panoptique des caméras de surveillance, sous l'agitation mortifère des écrans de télévision. Dans les sociétés de contrôle, telles que Gilles Deleuze ou Michel Foucault en ont esquissé le fonctionnement général, il n'existe plus d'êtres humains. Il n'y a plus de communauté vivante. Il n'y a que des signes à brandir, mais plus de signaux à échanger. Il n'y a plus rien à désirer, il n'y a donc plus rien à voir ni à espérer. Les lueurs, comme on dit lueurs d'espoir, ont disparu avec l'innocence condamnée à mort. Durant la pièce, à ce moment-là, on passe un extrait de la musique du film de Pasolini, Des oiseaux petits et gros. C'est une musique d'Ennio Morricone. Judith continue son texte en commençant à danser, bientôt rejointe par Nicolas. Mais
Pourquoi Pasolini se trompe-t-il aussi désespérément? Pourquoi nous a-t-il inventé la disparition des lucioles? Pourquoi sa propre lumière, sa propre fulgurance de journaliste politique en sont-elles venues, tout à coup, à se consumer, à s'éteindre, à s'anéantir d'elles-mêmes? N'est-ce pas aussi vain que de décréter la mort de nos hantises, de notre mémoire générale? N'est-ce pas s'abandonner à l'inférence fatiguée qui va d'une phrase comme « le désir n'est plus ce qu'il était » à une phrase comme « Nicolas enlève ses lunettes et arrête de danser pour dire « il n'y a plus de désir ». Fin de la musique. Judith. Dès lors, il ne voyait plus où et comment l'autrefois vient percuter le maintenant pour produire la petite lueur et la constellation des lucioles. Il désespérait de son temps, rien de plus. Voilà donc pour les 2 premières scènes du projet Luciole. Encore une fois, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez des questions sur ce que je viens de lire, ou si vous souhaitez que je parle de certains aspects, de certains thèmes plus en avant. Et n'hésitez pas à dire si vous souhaitez que je continue la lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous vous sentez apaisé, calme, relaxé. J'espère que vous vous sentez bien. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.